Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Radio Club de Créteil Aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Radio Club Créteil Olympic and Paralympic Edition. Radio Club de Créteil pod znakiem olimpijskite i paraolimpijskite igry. 以奥运会和残奥会色彩 راديو 的 كلوب كريتي на одной волне. راديو كلوب كريتاي برعاية الألعاب الأولمبية. Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques mois, les Jeux Olympiques et Paralympiques se dérouleront en France et la flamme olympique passera par le département du Val-de-Marne, avec une étape à Créteil. Afin de mettre en lumière tous les acteurs et les projets et actions mises en place en faveur des JOP sur le territoire du Val-de-Marne, Radio Club de Créteil, qui est la voix de la MJC Club de Créteil, portera les couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques avec la réalisation d'une série de podcasts. À travers ces podcasts, nous vous invitons à voyager avec nous à la découverte des événements organisés dans le département du Val-de-Marne tout au long de ces 3 mois qui nous séparent du début des JOP 2024, bien sûr. Nous irons à la rencontre des sportives et sportifs val-de-marnais, des porteurs de la flamme olympique, des fédérations, mais aussi des bénévoles si essentiels, impliqués, et bien sûr les services de l'État, du département, de la ville de Créteil, qui contribuent à l'organisation de cette grande manifestation internationale. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans le cadre de notre série de podcasts Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Bruce Neuffer. Vous êtes chef de service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport du Val-de-Marne. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter également votre fonction? Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Alors effectivement, moi, Bruce Neuffer, je vais commencer par vous dire que je suis karatéka. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est ma passion pour ce sport et cette discipline qui m'a amené à travailler dans le domaine du sport. J'étais en équipe de France de karaté, j'étais vice-champion du monde junior. Et je me suis dit à cette époque-là, oui, c'est ça que je veux faire, c'est le métier que j'ai envie d'exercer, être dans le sport au quotidien. Donc aujourd'hui, je suis inspecteur de la jeunesse et des sports, et du coup chef du service départemental jeunesse, engagement et sport du Val-de-Marne. Alors en quoi ça consiste? C'est s'occuper de tout ce qui va concerner les politiques de jeunesse, l'accueil collectif des mineurs, les projets jeunesse en général qui peuvent s'organiser sur le territoire. Les problématiques aussi liées à l'engagement. L'engagement, c'est le service civique, le service national universel, tout ce qui va concerner la vie associative. Et puis, bien sûr, le service s'occupe également des politiques sportives. Alors, on va intervenir dans le service sur vraiment 2 axes. D'une part, assurer le développement de tout ce que je viens de vous dire sur le sport, la jeunesse et l'engagement. Et d'autre part, assurer la prévention et la sécurisation des usagers sur chacun des secteurs que je viens de citer. Très bien. Eh bien, écoutez, vous êtes au bon, on va dire, dans une maison de jeunes et de la culture où nous travaillons tout au long de l'année, effectivement, sur cette question de l'engagement par rapport à la jeunesse. Donc, ça tombe très, très bien.
Alors, du coup, effectivement, vous venez d'évoquer la question du sport. Donc, c'est important pour nous. Donc, cette année, le sport était le grand protagoniste, hein, aussi bien dans le secteur de l'instruction que de la culture. Qu'est-ce que représente le sport pour vous? Et pourquoi, à votre avis, est-ce que c'est si important pour le lien social et, bien sûr, dans l'éducation des jeunes? Alors le sport, effectivement, quelque chose de très important, je dirais en règle générale pour moi en particulier, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Et là, on arrive à une période des Jeux Olympiques. J'aimerais vous dire qu'on a peut-être 3 regards à avoir sur le sport en témoignage de son importance. La première, c'est que pendant ces Jeux Olympiques, il va y avoir un sujet, je dirais, de géopolitique, puisque notre enjeu en tant que Français, c'est d'être dans le top 5 mondial en termes de médailles. Donc voilà, notre pays va se positionner par rapport aux autres dans le cadre de cette grande compétition que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la France a un modèle sportif qui est particulier. C'est-à-dire que l'État s'occupe énormément de sport. Donc en fait, ce modèle particulier du sport français va être confronté à celui des autres pays aussi. Alors l'État ne fait pas tout seul, bien évidemment. Ce modèle sportif français, il est construit avec les collectivités territoriales, il est construit avec le mouvement sportif, les acteurs économiques. Mais si j'ai un petit chiffre à vous donner pour vous parler de l'importance que l'État accorde au sport, et notamment, je veux parler de haut niveau puisqu'on parle des Jeux Olympiques, à Tokyo, lors de la dernière édition, 71%, hors sport collectif, parce que là c'est un peu plus compliqué de le déceler, mais 71% des entraîneurs accrédités, donc c'est-à-dire les personnes qui étaient sur place au coaching, étaient des fonctionnaires du ministère des Sports. Donc ça, c'est un chiffre un peu important. Et puis la dernière chose qui nous intéresse aussi, et peut-être particulièrement aussi ce territoire, c'est de se dire que notre enjeu collectif, c'est d'inscrire le sport dans les habitudes de vie des Val-de-Marnais. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu de santé publique, d'une part. La sédentarité ne fait pas que du bien, au contraire même. Et la deuxième chose, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, en termes de cohésion, parce que le sport permet effectivement de souder les gens. Et je reste persuadé que le rôle d'un éducateur sportif, là-dessus, il est primordial. Et je considère qu'il a bien fait son travail quand le sport qu'il va enseigner n'est finalement qu'un prétexte pour que les gens se retrouvent. Merci beaucoup. Là, effectivement, on va revenir un petit peu aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que votre service de l'État en particulier, ou les services de l'État en particulier, ont mis en place dans les mois précédents? L'ouverture des JOP, donc c'est bientôt, l'ouverture de la cérémonie, pas les Jeux Olympiques et Paralympiques, pour mettre à l'honneur cet événement international. Alors, le service a fait beaucoup de choses, mais tout ce qu'on a pu faire, on ne l'a pas fait tout seul, puisqu'en fait, les Jeux Olympiques sont un grand rassemblement, une grande fête collective du territoire. Notre enjeu initial a été de rassembler et d'arriver à porter des projets avec tous les acteurs que je citais tout à l'heure, les personnes qui travaillent avec nous, les collectivités, le mouvement sportif, sur le territoire. Là, je pense spontanément, on a organisé les JOP-500, c'est-à-dire une grande fête qui rassemblait les acteurs du sport à 500 jours des Jeux. On a fait la même édition au JOP-400. On a participé aux actions qui ont pu être menées par le GDOS au JOP-94, d'un petit clin d'œil à notre département. On a participé également à l'animation du territoire pour que le public, la population se saisisse vraiment de cette opportunité des Jeux pour en faire une fête collective en participant à beaucoup d'appels à projets où on a pu donner des subventions pour animer des actions innovantes, intéressantes sur le territoire au bénéfice toujours des citoyens. Et puis, on a participé au recensement de toutes les actions qui ont pu être menées sur le territoire depuis les mois d'avril jusqu'à septembre. On a essayé de recenser tout ce qui pouvait se faire en lien avec l'animation territoriale dans le département. Et donc ce document, il est disponible et consultable par tout le monde sur le site internet de la DSDEN. La DSDEN étant les services départementaux de l'éducation nationale, du 94.
Donc c'est un document qui est accessible, Bien effectivement. sûr. Et au contraire, moi je vous invite à le lire et en faire votre livre de chevet, en tout cas durant la période olympique. Excusez-moi, vous pouvez juste répéter, parce qu'il est accessible sur quel site? Le site de la DSDEN. D'accord, donc Voilà. on tape directement et... Voilà, DSDEN du Val-de-Marne, dans le secteur SDGS, dans cet onglet-là, et il y aura toutes les actions que les partenaires ont bien voulu nous transmettre en nous disant, ben voilà, nous, sur notre territoire, voilà ce que nous organisons. Très bien. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est le 26 juillet, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques. Sauf qu'à partir d'aujourd'hui, mercredi 24 juillet 2024, c'est important de dire quand même la date, comme ça, on garde la mémoire, date du début des JOP. Alors, qu'est-ce qui est mis en place pour que les Val-de-Marnais puissent suivre et participer à cette fête du sport et du vivre ensemble? Alors, le département a organisé des fan zones, puisque vous en aurez une à Vincennes, vous en aurez une à Créteil. Certaines villes ont aussi pris des initiatives locales pour organiser des événements à destination des citoyens pour qu'ils puissent suivre ça. De notre côté, au niveau du SDGS, on va essayer d'animer un peu via notre écosystème, de leur donner quelques informations, quelques clés d'analyse sportive pour pouvoir suivre la compétition avec le regard un peu plus administratif qu'on peut avoir. Et est-ce qu'il y avait une cellule de coordination dans votre service qui a pu mettre en place cette opération que vous allez... c'est-à-dire coordonner tout ce travail, parce qu'effectivement, donc, il y a toutes ces fan zones qui sont organisées en partenariat avec et le département et les collectivités locales, j'imagine. Mais par rapport à votre service, est-ce qu'il y a une vraiment coordination spécifique par rapport à cette action, cette opération? Alors la coordination, elle a surtout été faite, puisqu'en fait c'est un événement qui va toucher tout le territoire, donc très logiquement c'est la préfecture qui a été le coordinateur général. Bien sûr, le service départemental du jeunesse, engagement et sport a pris sa part pour participer à cet événement. Pourquoi? Parce que les Jeux Olympiques, il n'y a pas qu'une problématique sportive, il va y avoir des problématiques de sécurité d'une part, il y a eu tout un travail qui a été fait pour trouver des personnes de sécurité privée pour pouvoir intervenir pendant les Jeux, il y a les modalités en termes de transport, et du coup voilà, et bien sûr les modalités sportives. Donc tout ça mis bout à bout, c'est la préfecture qui a assuré ce travail de coordination pour le compte de l'État. Très bien. Enfin, je disais ça parce que dimanche 21 juillet dernier, nous, en tant que Maison de Jeunes et de la Culture, donc on était associés à plusieurs partenaires pour participer au carnaval olympique qui était organisé surtout pour le passage de la flamme olympique à Créteil. Je ne sais pas si vous avez participé à cet événement, parce qu'effectivement, le passage, c'était dans tout le département du Val-de-Marne. Et juste une dernière question, et effectivement, qu'est-ce que ce passage symbolise? Le passage, il est très important. Alors, pour répondre à votre première question, oui, bien sûr que le service était présent lors du passage de la flamme. À chacune des étapes, nous avions quelqu'un pour voir ça, pour vivre ça, parce que c'est un moment historique. Je rappelle que les derniers Jeux Olympiques en France avaient lieu il y a à peu près 100 ans. Tout à fait. Donc, c'est un événement qui n'arrive pas régulièrement. Bon, je me sens plutôt jeune, je pense que j'arriverai à vivre les prochains, j'espère, c'est le vœu que je formule au micro. On l'espère tous. Et que nous serons là dans 100 ans pour en reparler. Et puis ce passage de la flamme était aussi un moment de rassembler, je dirais, tous les acteurs du sport et puis les champions passés. On a vu beaucoup de champions qui ont porté la flamme. Et à ce titre, j'aimerais rappeler, alors à la fois il y a le passé avec les grands champions qu'on a pu avoir dans le passé, mais sur le moment présent, on a aussi des grands champions dans ce département qui vont participer aux Jeux à venir. On a 18 sportifs val-de-marnais qui ont été sélectionnés parmi les sportifs qui représenteront la France et qui vont concourir et qui sont val-de-marnais, qui s'entraînent, en tout cas qui sont licenciés dans notre département. Ces 18 sportifs représentent 11 disciplines, dont 3 paralympiques. Donc le Val-de-Marne est une terre de jeux, une terre de champions. Et ça, c'est fabuleux, et la flamme témoigne de tout ça. Donc c'était très bien de vivre tous ces événements avec ces champions passés et à venir. Donc c'est le symbole
du passage de la flamme olympique dans le département du Val-de-Marne. Mais c'est ce témoin, cette transition, Bien c'est-à-dire sûr. qu'on se transmet la flamme, il y a quelque chose d'intergénérationnel aussi là-dedans. Les champions passés avec les champions à venir. Donc c'est quelque chose de presque émouvant. Je vous l'accorde parce qu'effectivement, quand on avait vécu ce moment, c'était vraiment c'était la fête. Alors nous, on était sur Créteil, donc on n'a pas vu effectivement ce qui s'est passé dans les autres villes, mais c'était vraiment la fête intergénérationnelle de tous les Christoliens où tout le monde était mais presque fier parce que la flamme olympique passe par Créteil. Et c'était aussi la fête, la joie, la musique. Donc c'était vraiment important. Mais comme peut-être événement. pour rebondir sur ce que vous dites avec la fête collective, moi je pense que pendant les épreuves et les résultats, on verra de grands champions qui vont s'illustrer. Mais ce que j'aimerais rappeler à votre micro, c'est qu'une performance sportive, elle est d'abord et avant tout collective. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que quand un champion gagne, derrière lui, il a souvent l'investissement d'une famille qui lui a permis de faire ça. Il va avoir une collectivité qui s'est mobilisée pour lui mettre des gymnases à disposition, des dojos, des piscines ou quel que soit son sport, avec vraiment un investissement et des élus et des techniciens de la ville. On va avoir le mouvement sportif avec tous ces bénévoles, les techniciens qui ont au quotidien passé du temps et qui ont donné de l'énergie pour façonner ce sportif. Puis on a bien sûr, je l'ai rappelé tout à l'heure, le rôle des services de l'État qui vont financer, qui vont intervenir à plusieurs niveaux pour façonner ce champion. Et puis aussi on a des acteurs économiques qui vont prendre leur part. Et du coup, quand on met ensemble tous ces acteurs, on voit bien que, et c'est bien normal, le champion va monter sur le podium pour avoir sa médaille, mais derrière, rappelons-nous qu'il y a tout un ensemble de personnes qui a compté, qui a participé à créer cette médaille. Donc la médaille est finalement une victoire collective, ce qu'a traduit finalement le passage de la flamme. Tout à fait. Mais voilà, ça me semble important de le redire à ce micro. C'est important. Alors, Monsieur Nefer, en tant que chef de service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport du Val-de-Marne, pourquoi, à votre avis, cet événement international autour du sport est si important pour le département du Val-de-Marne et pour surtout les jeunes Val-de-Marnais? Qu'est-ce que ça peut leur apporter au niveau, j'aimerais bien comprendre un petit peu effectivement ce que ça peut rapporter à la jeunesse Val-de-Marnais. La première chose, je dirais, c'est l'intergénérationnel dont vous parliez tout à l'heure. On a un événement qui rassemble, qui permet de créer une forte cohésion. Ça, c'est la première chose. Cette fête, cette ferveur qui traverse le pays, le département en particulier. La deuxième chose, au-delà des médailles, je dirais, c'est l'impulsion pour la suite avec la notion d'héritage que j'évoquais tout à l'heure. Si collectivement, on arrive à impulser de manière encore plus forte qu'aujourd'hui une vraie politique publique du sport en France et que chacun, et dans le département, et que chacun arrive à s'approprier encore plus que ce qui se passe actuellement cette évidence que le sport doit faire partie des habitudes de vie. Alors ça va passer par plusieurs choses, avoir plus d'éducateurs sportifs. Alors on a des dispositifs au niveau de l'État pour financer des emplois, avoir plus d'équipements sportifs, on y travaille aussi avec les collectivités, avec le mouvement sportif pour qu'il y ait plus d'emplois, plus d'équipements, excusez-moi. Et puis susciter les vocations dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, on a aussi des dispositifs qu'on fait avec les collectivités, avec le mouvement sportif qu'on va porter. Là, spontanément, je pense aux 30 minutes d'activité physique quotidienne, aux 2 heures de sport au collège, et on en a plein d'autres, j'en oublie. L'enjeu étant que chacun s'approprie cette évidence que le sport doit faire partie de notre quotidien, parce que faire du sport, c'est bon. Est-ce que vous pensez, parce qu'effectivement, là, ça me fait penser à un reportage que j'ai vu dernièrement sur effectivement les 2 heures de sport. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Parce que voilà, il y a des sportifs qui ont essayé de comparer un petit peu la France à d'autres pays européens, et apparemment, on est vraiment derrière, bien loin derrière. Est-ce que c'est suffisant ces 2 heures ou alors apparemment, je pense qu'il y avait beaucoup plus de 2 heures, mais il compte vraiment que 2 heures de sport dans les équipements, les établissements scolaires. À votre avis, est-ce que c'est suffisant ou il faut quand même Alors l'enjeu des 2 heures, c'est
pas tant de se substituer à tout. L'enjeu, c'est aussi d'aller chercher des personnes qui ne venaient pas naturellement à la pratique sportive et puis de les faire rentrer dans un cercle vertueux. Évidemment, non, ça ne suffira pas, mais c'est une première marche pour faire autre chose et puis de les raccrocher à une pratique un peu plus régulière. Et à ce titre-là, je trouve que voilà, c'est déjà une très belle chose. L'autre avantage que j'y vois, c'est que ça a permis de tisser des partenariats entre le monde de l'éducation nationale et le monde associatif. Alors des partenariats un peu plus forts peut-être que ce qui existait avant. Pourquoi ? Parce que tout l'enjeu, c'était aussi cette continuité éducative entre les services de l'éducation nationale, ceux de jeunesse et sport, qui ont été regroupés assez récemment, c'était au 1er janvier 2021. Et l'enjeu de tout ça, c'était que l'État, dans son ensemble, puisse assurer une continuité éducative sur l'intégralité du temps de l'enfant ou du jeune. Oui. Et en l'occurrence, de faire que des partenaires qui se parlaient peut-être pas ou de manière, je dirais, isolée, et bien que là, il y a une formalisation générale qui fait que ça devient naturel de se parler entre le monde associatif qui intervient plutôt en soirée, le monde scolaire qui intervient plutôt pendant la journée. Très bien. Justement, moi, c'était un petit peu pour rebondir sur votre réponse. C'est vrai qu'au niveau de l'éducation nationale, je pense qu'il y a effectivement peut-être à faire par rapport à l'intérêt qui peut être suscité auprès des jeunes, des enfants par rapport au sport. On voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui ont un intérêt très fort. Mais après, moi, ce que je voudrais que vous m'expliquiez, c'est un petit peu comment se fabrique un champion. C'est-à-dire qu'en fait, comment le jeune qui va être détecté ou très tôt intéressé par une discipline, volley, handball, foot ou je ne sais quoi, comment il peut éventuellement, après, arriver au statut de champion ? Alors, pour être un champion, je dirais que... on dirait qu'il faut du talent. Effectivement, il en faut, mais moi je pense que le talent principal, c'est d'avoir envie. Alors là, je paraphrase un peu Jacques Brel qui disait un peu la même chose. Hein. Mais je pense qu'il avait raison. C'est-à-dire que quand on est capable, quand on a envie de faire quelque chose, on arrive derrière à organiser sa vie pour devenir le champion. Alors, je dis ça pour les jeunes parce que pour être un champion, c'est aussi un projet souvent de famille. Il faut que les familles derrière puissent maintenir aussi cette flamme et cet investissement. Le rôle des parents est souvent important. Ça, c'est la première chose. Et à partir du moment où on commence à voir ces premières médailles, on a tout un système de détection qui existe dans les fédérations. On va détecter la personne qui a du potentiel pour essayer de lui faire intégrer des entraînements. Alors souvent, en fonction des fédérations, comment elles sont structurées, on peut avoir des entraînements départementaux, puis régionaux, puis après il y a les détections nationales. Et puis on a une autre étape qui est importante au niveau du ministère des Sports, c'est l'inscription sur des listes, puisque en fonction des résultats sportifs qu'on va obtenir, on va être listé. Donc il y a des premières listes qui permettent de dire que le jeune a été repéré, et puis ensuite on a une autre catégorie de listes qui concerne les sportifs de haut niveau au sens strict, c'est-à-dire des gens qui ont une vraie compétence et qui obtiennent de vrais résultats et des résultats notamment internationaux. Et on va presque exclusivement même puiser les champions qui alimentent le collectif des équipes de France dans ces sportifs listés, qui sont souvent listés. D'accord. Si je précise un peu, il y a une distinction à faire, mais pas tout simple, entre un sportif de haut niveau. Si le sportif est de haut niveau, ça veut dire qu'il est sur une liste ministérielle du ministère des Sports, du sportif professionnel. Le professionnel, c'est celui qui va vivre de son activité. Il peut arriver qu'un sportif professionnel soit sportif de haut niveau et un sportif de haut niveau sportif professionnel, donc que ces deux listes coïncident, mais ce n'est pas forcément le cas. On s'imagine souvent que le champion est un millionnaire ou un milliardaire, mais ce n'est pas forcément la réalité, pour tous les sports en tout cas. On a certains sports où on gagne beaucoup d'argent, on a certains sports où on en gagne beaucoup moins. Et l'État a mis en place des dispositifs pour permettre de mener ce qu'on appelle cette double carrière sportive et professionnelle.
Et ça va démarrer assez tôt. Ça peut démarrer dès le collège, certains parfois dès le primaire arrivent à organiser ça, c'est-à-dire mettre en place des systèmes d'aménagement d'emploi du temps pour permettre aux sportifs de suivre sa carrière sportive et par ailleurs de ne pas prendre de retard au niveau de ses études. Alors, vous nous parlez par exemple de ce qu'on appelle le sport-études, c'est ça? Les dispositifs sport-études? Alors, c'en est un, c'est pas le seul, mais alors, les sports-études, ça a tellement bien marché que ça a marqué les esprits parce que ce dispositif n'existe plus sous ce nom-là. Mais sauf que le terme a été extrêmement bien trouvé puisqu'il a vraiment imprimé les esprits. Aujourd'hui, tout le monde comprend ce qu'il y a derrière, mais c'est le principe, oui. D'accord, et ça s'appelle comment aujourd'hui alors? On a des filières sportives scolaires, on a des aménagements dans des pôles qui peuvent être mis en place, des pôles d'entraînement. Et tout un système. Ensuite, quand on est un peu plus âgé, on a ce qu'on appelle des conventions d'insertion professionnelle ou des conventions d'aménagement de l'emploi quand on va travailler dans le secteur public. Et tout l'enjeu de ces différents dispositifs, c'est vraiment de mener ce double projet sportif d'une part, scolaire et ou professionnel d'autre part. D'accord. Alors, on va revenir encore aux Jeux olympiques et paralympiques. Donc, c'est un événement, un événement d'une telle ampleur, qui sont les Jeux olympiques et paralympiques, a forcément retombé. Tout à l'heure, effectivement, vous avez évoqué l'héritage. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'héritage des JOP pour le département, pour la ville de Créteil, si vous avez, bien sûr, des informations à nous communiquer, en termes d'investissement, d'équipements sportifs, de rénovation. Donc, si effectivement vous avez des exemples concrets. Concrètement, dans ce département, on a, je vais arrondir un peu, environ 250 000 licenciés dans le département. Donc, c'est-à-dire des gens qui ont une licence sportive au sein d'une fédération. L'enjeu pour nous... Alors, attention de ne pas confondre les licenciés et les pratiquants, hein, parce qu'on a forcément plus de pratiquants que de licenciés. On peut être pratiquant sans être forcément licencié. Je vais faire mon jogging le dimanche matin ou je vais courir 3 fois par semaine, mais je ne suis pas licencié. Je suis un pratiquant, mais pas un licencié comptabilisé dans les chiffres que je viens de donner. On aime bien quand même les licenciés parce que ça témoigne d'un engagement au sein d'une collectivité, donc c'est pas mal. Donc je dirais qu'être un pratiquant c'est bien, être un licencié pour nous peut-être c'est un peu mieux. On pourrait imaginer qu'un des aspects de l'héritage évoqué tout à l'heure soit d'avoir un peu plus de licenciés. Ensuite, d'avoir plus d'équipements sportifs. On a déjà commencé un lien très fort là, avec les collectivités territoriales, à avoir plus d'équipements sportifs dans ce département. Pour mémoire, on a à peu près 20 équipements sportifs pour 10 000 habitants dans le Val-de-Marne. Si je vous compare avec les chiffres au niveau national, c'est 46 au niveau national et c'est 23 au niveau de l'Île-de-France. Donc vous voyez que le Val-de-Marne est un peu en deçà de ces chiffres. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément mauvais élève, ça veut aussi dire que tout ça est à mettre en perspective avec l'organisation géographique de ce territoire. En fait, on a des chiffres de petites couronnes, c'est-à-dire que c'est un territoire qui est très densément peuplé, avec peu d'espace disponible. Et ça, c'est le travail qu'on fait avec les collectivités, d'analyser avec eux, par rapport au foncier qui est disponible, le type d'équipement qu'il vaudrait mieux construire, et par rapport à la demande sociale aussi. Donc on travaille avec certains comités départementaux sportifs pour répondre à ce besoin et à la demande des usagers aussi. Donc il y a ça. L'équipement, on va avoir plus d'éducateurs sportifs, donc c'est-à-dire des professionnels de l'activité sportive qui vont développer, promouvoir leur sport. Avec un petit angle, là c'est la nouveauté de cette année, on essaye aussi de développer les éducateurs socio-sportifs, c'est-à-dire un éducateur sportif qui, en plus, va avoir une appétence pour le domaine social, aller chercher les jeunes et les amener tranquillement vers la pratique sportive. On développe aussi tout ce qui concerne le sport santé. C'est un enjeu très fort puisqu'on est une population un peu vieillissante, je dirais, en France, en Occident en règle générale. Et du coup, comme certains des fois peuvent le constater dans leur territoire, des fois c'est difficile d'avoir un médecin. Donc là, je crois moi que la pratique sportive peut avoir tout son rôle à jouer si elle est préventive, parce que pratiquer du sport régulièrement, c'est être en meilleure santé. Et donc, se sentir mieux, c'est être moins souvent malade, parce que le sport a cette... c'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins.
Voilà, je n'invente rien là-dessus, je fais que citer ce que j'ai lu. Les médecins nous expliquent qu'il y a un mécanisme de protection qui apparaît quand on s'adonne régulièrement au sport et qui fait que on tombe moins malade, on a un corps qui est plus fortifié, qui est moins enclin à attraper une mauvaise maladie. Donc, à travers tout ça, quand je parle d'héritage, je pense que si on arrive à porter tout ça encore plus que ce qu'on fait déjà, parce que le territoire fait déjà de très belles choses, eh ben, le pari est remporté et l'héritage des Jeux sera magnifique. Très bien. Eh bien, écoutez, Monsieur Neuffer, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et merci à nos auditeurs de Radio Club de Créteil. Merci à tous. Merci. Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Radio Créteil, Club MJC, Ranga Radio Club de Créteil au couleur des Jeux Olympiques. ஒலிம்பிக் மற்றும் பாரா ஒலிம்பிக் வண்ணங்களில் கிளப் கிரிக்கெட்டின் வானொலி